Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News pour Préface, votre émission consacrée à l'édition du livre. Nous sommes présents en direct du SILA, un salon qui ne cesse de s'ouvrir sur de nouveaux horizons, science, innovation, intelligence artificielle, et aujourd'hui nous allons parler de transfert technologique. Notre invité ce soir illustre parfaitement cette ouverture, monsieur Ahmed Ayed, chercheur, consultant et auteur du livre Réussir le transfert technologique, guide pour les pays en développement. Avec lui, nous allons parler de savoir, de souveraineté technologique et de l'avenir de nos compétences. Bonsoir, monsieur Ayed. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au cœur du SILA. Merci madame, merci pour l'invitation. Alors votre ouvrage Réussir le transfert technologique arrive à un moment où l'Algérie mise plus que jamais sur la science et l'innovation. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? Enfin, plusieurs raisons m'ont poussé à écrire le livre. Principalement, probablement la première raison, c'est cette problématique de gouvernance technologique. Il faut savoir que depuis 2 siècles, l'humanité a fait des progrès significatifs en termes de développement technologique. Mais il faut également savoir que depuis 3-4 décennies, ce progrès technologique est devenu phénoménal. Et puis il s'opère à une vitesse très rapide. Et devant cette évolution phénoménale, la gouvernance de la technologie ne suit pas. Et ceci est vrai dans les pays développés, et encore plus vrai dans nos pays en voie de développement. Donc, c'est la première raison qui m'a poussé à écrire ce livre-là. C'est la problématique de la gouvernance de la technologie, notamment dans nos pays en voie de développement. La deuxième raison, elle découle du fait que la technologie dans les pays en voie de développement, elle provient essentiellement de l'étranger, donc des transferts de technologies. Et quelque part, lorsqu'on parle de transfert technologique, ou la gouvernance, ou le management du transfert de la technologie, nous sommes quelque part en train de parler de la gouvernance de la technologie dans nos pays. Donc vous voyez un peu la centralité du sujet, du transfert de technologie dans nos pays. Lorsqu'on parle de transfert technologie, nous sommes directement en train de parler de la gouvernance de la technologie. Mais malheureusement, en dépit de cette centralité, la problématique du transfert de technologie n'est que partiellement comprise au niveau de nos pays. Et elle n'est que partiellement traitée également au niveau de nos pays. Donc toutes ces raisons-là m'ont poussé à écrire, à se poser la question d'abord, écrire par écrire, puis je suis arrivé à la décision d'écrire parce que, comme disait Lao Tzu, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Donc l'idée était là, l'idée c'était de contribuer d'une manière ou d'une autre, même humblement. Vous dites dans le livre que le transfert technologique n'est pas une affaire de copie mais de créativité. Qu'entendez-vous par là exactement ? Oui, d'abord, je commencerai par clarifier ce que j'entendais par créativité. L'objectif derrière, c'était de dire que nous devons produire notre connaissance à nous sur le sujet. Ne pas copier les connaissances des autres et essayer de faire les forcing et de les appliquer chez nous. Je m'explique. En étudiant la question, j'avais trouvé que le gros des modèles de transfert de technologie appliqués dans nos pays, c'est des modèles importés. C'est des modèles importés et il faut savoir que le gros de la connaissance dans le monde est créé dans les pays industrialisés ou dans les pays développés. Donc, il faut savoir, j'ai cru comprendre que vous aviez une formation d'économiste à la base, donc il faut savoir que ces modèles sont écrits dans des environnements d'économie de marché. C'est normal parce qu'ils ont été développés et créés au niveau des pays développés. Donc moi, je pose à travers le livre beaucoup de questions de fond. Est-ce qu'il serait judicieux d'apporter un modèle
créé dans dans un environnement d'économie de marché développé. pour l'appliquer dans des environnements d'économie mixte. Parce que le gros des pays en développement évoluent dans des économies mixtes, hein, entreprises publiques, entreprises étatiques, entreprises privées, c'est des Est-ce modèles. possible de copier le modèle justement d'un pays? Pardon, madame? Est-ce qu'il est possible de copier le Justement, modèle? moi je pense, parce que le livre offre énormément d'argumentation où il démontre, à la limite, il fait ressortir les contradictions, les paradoxes et les insuffisances de ce copiage. Je donne des exemples, hein. Alors, je citerai certains exemples. Le livre offre les exemples à tous les niveaux d'agrégation et à tous les niveaux d'analyse, hein. Mais je vais vous en citer quelques-uns. Vous savez, le développement au niveau des pays développés, le développement technologique, hein, il obéit à une séquence, la séquence suivante. C'est la recherche, puis le développement, et puis l'ingénierie. C'est-à-dire la mise en place de capacités technologiques dans ce pays obéit à cette séquence. Donc, tous les modèles d'innovation, les modèles de croissance, les modèles de développement obéissent à cette séquence. Alors, si je vous dis que non, dans les pays en voie de développement, la séquence de mise en place de capacités technologiques obéit à la séquence inverse. C'est-à-dire, on importe de la technologie, on fait de l'exploitation, de l'ingénierie, puis le développement et puis la recherche. Donc, d'emblée, il y a un problème, il y a une contradiction. Nous avons une séquence de développement inverse et nous essayons d'appliquer, d'importer des modèles qui sont conçus pour une séquence particulière et on essaie de faire le forcing pour les appliquer sur une autre séquence de développement. Automatiquement, il y a du forcing, ce n'est pas naturel. C'est pour ça qu'il y a un taux d'échec énorme. Quasiment tous les pays du monde en voie de développement, hein, n'ont pas réussi à transférer correctement la technologie. Il y a très peu de pays, je ne parle pas de la Corée, il y a très peu de pays qui ont réussi ce challenge. Ça, c'est des questions de fond qui demandent presque un changement de paradigme. Donc, le livre offre une perspective, une analyse critique de ces aspects-là. Alors, je citerai un autre exemple. Dans les pays développés, toutes les réformes pour le développement économique obéissent, je parle de développement économique, obéissent dans le fond sur un modèle schumpeterien. La théorie de Schumpeter d'innovation. Sur un modèle schumpeterien. Et sur un modèle schumpeterien fondé sur la recherche. Alors je me pose une question extrêmement simple. Nous, qui avons un modèle ou une séquence de développement inverse, comment nous allons réussir à implanter un modèle schumpeterien fondé sur la recherche sur une séquence qui évolue inversement? Vous voyez? C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'on ne réussit pas nos challenges de construction. Et le livre offre énormément d'exemples, même à des niveaux, j'allais dire, techniques et tactiques, hein, pas seulement stratégiques. Énormément d'exemples de contradictions dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est pour cette raison que je parle de créativité. Donc il ne suffit plus de copier, il faut analyser les contextes dans lesquels ces modèles ont été construits. Il faut adapter, il faut créer notre propre connaissance à nous. À nous. Et cela me renvoie à des questions encore plus profondes. Est-ce que nous avons fait l'effort de produire une connaissance à nous dans tous les pays développés, parce que ce n'est pas le propre de l'Algérie, hein. C'est des problématiques rencontrées par tous les pays en voie de développement. Oui. Donc c'est le mot de créativité, c'est ce qui est derrière la créativité, dans ce que je recommande. Et justement, vous évoquez dans le livre le concept d'écosystème technologique. Quelles sont les bases indispensables? Alors ça c'est un autre aspect d'adaptation que je recommande, hein. Il faut savoir que dans la discipline de management de la technologie, il y a un cadre qui est assez utile et utilisé, répandu au niveau mondial, c'est le cadre des systèmes d'innovation. Le cadre des systèmes d'innovation, ça c'est un modèle qui aide à structurer nos idées, à guider nos politiques, à guider nos actions et à implémenter également ces politiques. Ce que j'essaie d'expliquer à travers le livre, toujours dans la logique de copier, enfin de bannir la copie, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce cadre-là, lorsqu'il est appliqué à une échelle nationale, il est très complexe.
parce que l'échelle est grosse, enfin c'est assez grand. Donc elle fait intervenir énormément de facteurs et ça devient presque inhumain à gérer. Et même les pays développés n'arrivent pas à implémenter des systèmes, je dis bien des systèmes d'innovation à l'échelle nationale. Parce que ça fait intervenir énormément de paramètres et c'est très complexe à gérer. Donc la difficulté est encore démultipliée dans notre cas. Ce que je conseille dans le livre, à travers un argumentaire développé, ce que je conseille, c'est de réduire la problématique. Et énormément d'autres pays l'ont fait. C'est que lorsqu'on a un système d'innovation à l'échelle nationale, et justement il est indigeste, on réduit, on garde les mêmes outils, mais on les applique à un secteur particulier. On adapte. À un secteur particulier, à une technologie particulière. Par exemple, à un secteur particulier, je m'intéresse à la voiture, à la fabrication, à l'industrie de la voiture, de l'automobile. Je l'adapte seulement à l'industrie de l'automobile. Je parle de technologie, par exemple, je veux maîtriser la technologie des panneaux solaires. Je ne parle que d'un système d'innovation lié aux panneaux solaires, à la technologie des panneaux solaires, et ainsi de suite. Alors, personnalisé. Cette approche, et ça permet de réduire la complexité. Ça permet de réduire la complexité. Et la philosophie derrière, c'est d'isoler le système. Pas tout simplement, dans nos pays en voie de développement, en général, l'environnement global est non propice. En général, l'environnement global est non propice. Donc, on ne peut pas répéter des choses à l'échelle globale, enfin nationale, parce que l'environnement va empêcher leur succès. Donc, en réduisant l'échelle, nous pouvons contrôler et nous pouvons isoler des systèmes à part, en créant des paramètres et un environnement propre à ces systèmes-là. Ça devient humain, ça devient gérable et ça devient contrôlable et on peut les réussir. L'idée derrière le système ou l'écosystème technologique, c'était cela. C'était de vendre l'idée d'isoler le système et secteur, on va dire. Par secteur ou par technologie pour empêcher que l'environnement non propice à l'échelle nationale l'affecte. Et justement, l'Algérie affiche aujourd'hui une volonté forte, donc celle de bâtir une économie de la connaissance. Sur le terrain, c'est pas vraiment ça. Où on est tant réellement en matière de transfert technologique en Algérie? Alors ça, c'est une question qui m'est souvent répétée. Je me la pose moi-même. Écoutez, d'abord, d'emblée, moi j'estime que toute initiative de mise en place de capacités technologiques est la bienvenue. On doit l'encourager parce que le développement réside dans le développement technologique. C'est le levier le plus important du développement. Maintenant, qu'en est-il de la situation au niveau national ? Cette question me renvoie à une chose extrêmement importante. J'ai scanné ce qui existe. Eh bien, madame, il y a très très peu d'études, on va dire sérieuses, sur le sujet. Le sujet n'est pas documenté. Le sujet n'est pas étudié, à l'exception de quelques contributions isolées avec des analyses, à travers des analyses fragmentaires, isolées, ici et là, probablement des avis plutôt que des choses fondées sur des études empiriques. Ce n'est pas des études empiriques. Et puis ceci me renvoie au constat, c'est que pas seulement moi, personne ne peut se prononcer sur l'efficacité de ce qui se fait. Je sais, nous observons qu'il y a énormément de choses qui se font, mais il n'y a pas d'études qui permettent d'évaluer, il n'y a pas de données qui permettent d'évaluer. C'est pour ça qu'il est très difficile de répondre. Qu'en est-il quant à la question du transfert des technologies ? Et il faut savoir que ce n'est pas le propre de l'Algérie, ce problème-là. C'est un problème lié à tous les pays en développement. D'ailleurs, c'est pour ça, il y a tout un chapitre dans le livre qui traite de la problématique de l'évaluation. Comment nous devons évaluer tout effort de mise en place de capacités technologiques, que ce soit transfert technologique ou autre. Parce que l'évaluation n'est pas simple. Bon, vous verrez dans le livre, je recommande le recours à un autre type d'évaluation,
ce n'est pas de l'évaluation dite sommative ou formative, mais je recommande le recours à ce qu'on appelle l'évaluation génératrice de connaissances. Pour beaucoup de raisons, hein, j'invite le lecteur à lire pour qu'il puisse découvrir pourquoi on doit passer à ce type d'évaluation. Justement, nous sommes aussi là, c'est un espace de rencontre et d'idées. Comment un salon du livre peut-il devenir un catalyseur des débats technologiques et économiques? Ouais, je crois que d'abord, le salon de livre est un événement magnifique hein, en termes de diffusion de connaissances. Ah ben oui, l'engouement est magnifique, le nombre de livres, les thématiques traitées de visiteurs, je crois que c'est magnifique. Mais je crois que ni la forme, ni l'objectif, ni la nature de l'affluence hein, de la population qui visite le salon, oui. On va dire, n'est favorable à l'organisation ou à la discussion de thématiques aussi pointues et aussi spécialisées. Par contre, moi personnellement, je vois de la marge de progression hein, en matière d'organisation probablement de thématiques particulières hein, qui toucheraient par exemple, le transfert de technologie ou les débats sur l'économie dans nos pays et dans des pays similaires. Parce que je crois qu'il faut mettre à profit le fait que ce salon-là devient un rendez-vous régional important. On n'a qu'à voir le feedback sur le net, hein. Il est connu au niveau régional. Et je crois qu'au niveau régional, nous avons beaucoup de problématiques communes hein, s'agissant du transfert de technologie. Je crois qu'on pourrait envisager des débats. Il va falloir réfléchir sur la forme hein, qu'on va donner à ces débats. Des débats autour de ces questions-là. Mais en tout état de cause, pour mon cas, c'est un salon qui m'a permis d'avoir des contacts. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Il y a beaucoup de bons retours par rapport oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont promis des feedbacks. Ils ont acheté le livre, ils m'ont promis de feedback. Et puis on verra si c'est... On vous souhaite beaucoup de succès. Inch'Allah. Et justement, on en parlait maintenant, donc le transfert technologique dépasse les frontières. Comment les pays africains peuvent-ils mieux défendre leurs intérêts face aux grands acteurs mondiaux et technologiques? Oui, avant de répondre à cette question, probablement je dois faire... un rappel sur, j'ai évoqué dans ma première réponse ce progrès phénoménal qui a été observé en termes de technologie les 3-4 dernières décennies. Donc il faut savoir que ce progrès est dû et porté par deux éléments essentiels. Il est porté par les technologies de l'information et de la communication et il est porté par le phénomène de la mondialisation. Comment ? Parce que tout simplement, la mondialisation a permis d'élargir le creuset des intervenants sur les problématiques technologiques. Je m'explique. Auparavant, lorsqu'il y avait un problème technologique, on avait une personne ici qui travaille dessus, un labo là-bas, une entreprise, et c'est tout. Mais maintenant, avec la mondialisation, le creuset s'est élargi. Grâce à cette mondialisation, lorsqu'il y a une problématique technologique, nous avons énormément d'intervenants qui travaillent sur ça, à travers le monde. Et ça, c'est un levier extrêmement important pour qu'on puisse évoluer rapidement. Alors, je crois qu'au niveau africain, il faut probablement explorer ces voies-là. Il est hors de question d'imaginer qu'un seul pays africain, même rassemblé, qu'on est en mesure de faire face à ce tsunami technologique. Ça serait de vendre réellement de n'importe quoi. Hein. Donc, l'idéal, c'est de réfléchir à des moyens sur comment mettre à profit ce qui existe pour développer des capacités technologiques propres. Je crois que la première des choses à faire, chose qui est absente malheureusement dans toutes mes lectures, hein, c'est cette conscience de la complexité du problème. Les gens continuent, dans tous les pays africains en développement, continuent à traiter la problématique de transfert technologique d'une manière intuitive, alors que c'est une problématique qui a son corpus de connaissances à part.
C'est comme de la médecine, comme c'est de la physique. Ça, donc Vraiment commencer à y penser exactement, sérieusement. à l'étudier pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Primo. Deuxièmement, nous devons reconnaître qu'il y a un gros problème de gouvernance technologique, c'est-à-dire de management de la technologie. Et pour simplifier la chose, écoutez, la technologie, elle est incarnée, on dit qu'elle est incarnée sous 4 formes. Elle est incarnée sous forme de l'objet, ce qu'on appelle le technoware. Elle est incarnée sous forme de documentation, d'information, ce qu'on appelle l'infoware. Elle est incarnée sous forme de capacité humaine, d'intelligence humaine, ce qu'on appelle le humanware. Et elle est incarnée sous forme de management, de capacité managériale, donc ce qu'on appelle le orgaware. Donc, les 3 premières composantes, technoware, humanware et infoware, elles sont mixées, mélangées grâce à l'orgaware, grâce aux capacités à la 4e composante. Donc c'est une règle très simple. Lorsqu'il y a un effort de mise en place de capacités technologiques et qui ne réussit pas, il faut toujours incriminer la 4e composante. Celui qui mélange la recette ne sait pas remélanger. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. Donc les Africains, je reviens à l'Afrique et tous les pays développés, gagneraient à mettre en place des capacités managériales développées en matière de capacités technologiques. Et peut-on justement parler aujourd'hui de souveraineté technologique africaine émergente? Franchement, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. La difficulté, comme je l'avais signalé dans ma première réponse, écoutez, même les pays développés trouvent maintenant des difficultés à gouverner cette technologie ou le progrès technologique. Ça leur échappe devant les géants technologiques au niveau international. Donc, probablement la réflexion à faire, c'est comment, la première réflexion à faire, c'est comment gouverner cette technologie. Et ce que j'entends par gouverner, ce n'est pas le rôle seulement des États, c'est également le rôle des opérateurs privés. Parce que dans la gouvernance technologique, enfin, la menace technologique des pays en voie de développement, des pays plutôt développés, ne provient pas des États, provient plutôt des géants privés, industriels. Donc l'idée est là. Donc nous devons développer nos capacités au niveau africain de gouvernance. À ce moment-là, nous allons arriver probablement à un stade d'émergence. Et si vous deviez résumer votre message en une seule phrase, alors, qu'il y a derrière alors, probablement la chose que je voudrais transmettre, c'est que j'ai l'impression, ce n'est pas le propre de l'Algérie, dans tous les pays en développement, j'ai l'impression que nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs. Il y a des documents que je suis en train de lire qui couvrent par exemple des périodes assez anciennes, des années 60, 70, que ce soit en Algérie ou ailleurs. J'ai l'impression que pratiquement c'est le même constat qui se répète actuellement. L'histoire se répète. C'est l'histoire qui se répète. Donc mon message serait probablement nous devons sortir d'un paradigme bien établi et dans lequel on a de la difficulté, de quitter et de se projeter dans un nouveau paradigme. Pour cette raison, probablement, les jeunes gagneraient à lire ce livre. Peut-être ça donnerait des idées aux jeunes pour qu'ils puissent imaginer un nouveau paradigme. Parce que je crois qu'on n'arrive pas à changer de paradigme s'agissant du développement technologique. Probablement, c'est mon dernier message, c'est un message d'espoir. Aussi, j'ai envie de finir avec un autre message d'espoir, parce que, écoutez, il y a une citation fameuse du gourou du management. C'est Drucker qui avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas de pays sous-développés. Il n'y a que des pays sous-managés. Donc, cette idée peut être transposée sur le développement technologique. Il n'y a pas de retardataire technologique. Si nous développons nos capacités managériales, je suis convaincu qu'on pourra atteindre ce que vous appelez émergence et aller au-delà de l'émergence en termes
technologique. Donc pour finir avec une note positive. Merci beaucoup, Monsieur Ayed, pour cet échange très passionnant. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Votre ouvrage ouvre un champ de réflexion essentiel à la croisée de la science, de l'économie et de la culture. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al 24 News.